Bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui n'auraient pas pu assister à la pré-rentrée qui s'est déroulée cette semaine, le jeudi 1er octobre, je me présente, je suis le professeur Vincent Cator-Jonville, président du jury de la 3e année, donc n'hésitez pas si vous avez le moindre problème à me contacter sur mon adresse universitaire, vincent.catoire-jonville@univ-lille.fr. Je suis également directeur de l'Institut de la construction, de l'environnement et de l'urbanisme de l'Université de Lille, qui prépare au métier de l'immobilier. J'aurai l'occasion d'y revenir dans un autre cours. Nous allons passer ce semestre ensemble, malheureusement par visioconférence, pour des raisons personnelles et sanitaires. En conséquence de quoi, nous allons étudier pendant ce semestre, cours qui est réservé aux étudiants de la 3e année du parcours droit, du parcours ESJ et du parcours droit international et droit européen, DIDE. Le cours réservé dans la même matière aux étudiants du parcours sciences politiques sera assuré par ma collègue Madame Lucie Sourza. Et nous allons donc passer une trentaine d'heures ensemble à étudier la théorie des libertés fondamentales. Alors, comme il est de tradition, nous allons commencer ce cours par une introduction que, une fois n'est pas coutume, à laquelle j'ai donné un titre, et durant cette introduction, nous allons étudier les libertés publiques, les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, les droits de l'homme, plusieurs expressions, est-ce une seule réalité? Liberté publique, liberté fondamentale, droits fondamentaux, droits de l'homme, plusieurs expressions pour une seule réalité. Pour commencer, si vous le voulez bien, je vais d'abord vous donner une bibliographie, parce que je crois que la bibliographie, elle va bien illustrer la problématique de cette introduction. Vous allez voir que les ouvrages que je vais vous citer ici, qui sont tous de grande qualité, portent tous des titres, ou parfois des titres différents. Ce qui révèle la complexité de la matière qui est la nôtre, que nous allons essayer d'aborder cette année. Alors, commençons tout d'abord par un certain nombre de manuels existants. Vous avez tout d'abord le manuel de Rémi Cabriac, CABRI2LAC, qui s'intitule Liberté et droits fondamentaux, aux éditions Dalloz. De préférence, je vous indique que il faut utiliser l'édition la plus récente. En l'espèce, c'est la 26e édition qui est publiée chez Dalloz en 2020. Pourquoi l'édition la plus récente? Parce que la matière des libertés fondamentales est une matière qui va évoluer et qui évolue très rapidement et très souvent. Et quand je fais cet enseignement, et surtout quand on se reverra au second semestre, lorsqu'on étudiera ensemble les libertés fondamentales appliquées cette fois-ci, c'est-à-dire les régimes juridiques d'un certain nombre de libertés particulières, on verra qu'il n'est pas rare que durant le déroulé du cours, je sois obligé de faire des retours en arrière pour vous informer d'une mise à jour de telle ou telle législation, de telle ou telle réglementation. Vous n'ignorez pas donc qu'il vous faut dès lors être particulièrement attentif ou particulièrement attentif à tout ce qui a trait à l'actualité. J'en veux pour preuve que le Parlement est en train de voter et d'examiner, ça a été voté en première lecture au Sénat, c'est maintenant devant l'Assemblée nationale, mais de voter la 3e loi sur la bioéthique, et cette loi sur la bioéthique va modifier un certain nombre de règles en matière d'utilisation des embryons, en matière d'interruption volontaire de grossesse, etc., etc. Et donc par conséquent, il y aura des mises à jour quasiment annuelles en la matière, voire semestrielles. Donc à côté du manuel de Rémi Cabriac, vous avez un manuel ancien mais qui est toujours mis à jour, le manuel de Claude Albert Colliard, C-O-2-L-I-A-R-D, Claude Albert Colliard, qui est prolongé depuis la mort de Claude Albert Colliard par le professeur Roselyne Letteron, L-E-2-T-E-R-O-N, et qui est maintenant publié sous le nom de Roselyne Letteron seule, qui s'intitule Liberté publique. La dernière édition est sortie il y a quelques semaines chez Dalloz en 2020. Vous avez après ça le manuel de Xavier Dupré de Boulois, ça s'écrit D-U-P-R-E accent aigu, plus loin D-E, plus loin Boulois, B-O-U-L-O-I-S, Catherine Labrusse-Rioux,
Labrusse Riou, ça s'écrit L-A-B-R-U-2-S-E, trait d'union Riou, R-I-O-U. Et Didier Truchet, T-R-U-C-H-E-T, Droits et libertés fondamentaux, Paris, aux Presses universitaires de France, 2e édition 2020. Vous avez le manuel, publié sous l'autorité du président Louis Favoreux, F-A-V-O-R-E, mis à jour par ses collègues qu'on a appelé l'école d'Aix-en-Provence, qui s'intitule Droits des libertés fondamentales, Paris Dalloz, 7e édition 2015. Vous avez également le manuel de Jacques Fialer, F-I-A-L-A-I-R-E, de Alexandre Grasbois-Grobesco, G-R-A-S-B-O-Y, trait d'union Grobesco, G-R-O-B-E-S-C-O, et de Éric Mondielli, M-O-N-D-I-E-2-L-I, Droits fondamentaux et libertés publiques, publié à Paris chez Ellipse, 2e édition 2012. Une mention particulière pour un manuel, pour un ouvrage qui a été écrit par un de nos collègues lillois, que vous connaissez pour certains d'entre vous bien pour l'avoir eu comme professeur en première année, c'est l'ouvrage de Robert Hannicott, H-A-N-I-C-O-2-T-E, qui s'intitule « Devoir de l'homme et Constitution, contribution à une théorie générale du devoir ». Devoir de l'homme et Constitution, contribution à une théorie générale du devoir, publié chez l'Harmattan en 2007. C'est un ouvrage qui est plus un essai qu'un manuel, mais qui est très intéressant parce qu'il voit les droits et libertés non pas sous le prisme des droits ou de la liberté, mais sous le prisme du devoir. Vous avez après ça un manuel qui est publié et écrit par les professeurs Stéphanie Hennette Vaucher, ça s'écrit H-E-2-N-E-2-T-E, trait d'union Vaucher, V-A-U-C-H-E-Z, et Diane Roman, R-O-M-A-N, Droits de l'homme et libertés fondamentales, publié chez Dalloz dans la collection Hypercourt, 4e édition 2020. Vous avez après ça un manuel qui a été publié par mesdames Arlette Heyman Doat, H-E-Y-M-A-N, trait d'union Doat, D-O-A-T, et Gwenaëlle Calvez, C-A-L-V-E-S, Liberté publique et droits de l'homme, publié à la Librairie générale de droit et de jurisprudence, à la LGDJ, 9e édition 2008. On peut citer également un manuel important de quelqu'un qui là aussi a enseigné à Lille il y a de cela une quarantaine d'années, qui est le professeur Jean-Jacques Israël, I-S-R-A-E-L, Droits des libertés fondamentales, publié à la Librairie générale de droit et de jurisprudence, la LGDJ, en 1998. On va citer également le manuel de Gilles Le Breton, L-E-B-R-E-T-O-N, Liberté publique et droits de l'homme, publié chez Ciré à Paris, la 8e édition, date de 2008. Je citerai également un manuel encore plus ancien, celui de Claude Leclerc, L-E-C-L-E-R-C-Q, Liberté publique, publié chez Litech, 5e édition en 2003. Vous avez également un ouvrage qui est plus axé uniquement sur le premier semestre de ce cours, publié par Michel Levinet, L-E-V-I-N-E-T, qui s'intitule Théorie générale des droits et libertés, publié à Bruxelles aux éditions Bruylant, dans la collection Droit et Justice, dernière édition, qui est la 4e, en 2012. On peut citer également un mémento, publié par le professeur Ferdinand Mélin-Soukramanian. Alors ça s'écrit Mélin-Soukramanian, M-E-L-I-N, trait d'union Soukramanian, S-O-U-C-R-A-M-A-N-I-E-N, Liberté fondamentale, publié chez Dalloz dans la collection Memento, 3e édition en 2018. Il y a un petit opuscule qui n'est pas inintéressant de notre collègue Christophe Mondou, qui est maître de conférence dans cette université de Lille, qui s'intitule Droits des libertés fondamentales, publié chez Ellipse à Paris, dans la collection Mise au point en 2005. On va citer également le manuel de Jean Morange, Manuel des droits de l'homme et des libertés publiques, aux presses universitaires, 6e édition en 2007. Je citerai encore le manuel d'Henri Oberdorf, O-B-E-R-D-O-R-2-F, Oberdorf, Droits de l'homme et libertés fondamentales, publié à la Librairie générale de droit et de jurisprudence, 7e édition 2019.
Je citerai le manuel de Jean-Marie Pontier, Droits fondamentaux et libertés publiques, Paris Hachette, 6e édition 2017. On peut citer également le manuel de Pierre-Henri Prelot, P-R-E-L-O-T, Droits des libertés fondamentales, publié chez Hachette dans la collection SUP, 2e édition en 2010. Je voudrais citer maintenant deux grands classiques, deux grands ouvrages qui ont marqué la discipline des libertés fondamentales. Celui de Jean Rivero, RIVERO, qui est mis à jour maintenant par Hugues Moutou, M-O-U-T-O-U-H, qui s'intitule Les libertés publiques. 2 tomes. Le tome 1 qui a plus vocation à couvrir le programme de ce premier semestre, c'est-à-dire la théorie générale des libertés fondamentales, et le tome 2 qui a plus vocation à couvrir le programme du second semestre, les libertés fondamentales appliquées. Dernière édition de l'ouvrage de Jean Rivero et Hugues Moutou, c'est la 9e édition de 2003. Deuxième grand ouvrage très classique, celui du président Jacques Robert, R-O-B-E-R-T, et Jean Dufart, D-U-2-F-A-R, Droits de l'homme et libertés fondamentales. Il s'agit de la 8e édition, publiée en 2009 chez Montchrétien. Et ce qui est intéressant à faire observer à ce stade, c'est que ce manuel, qui est un classique parmi les classiques, au même titre que le précédent, s'intitule aujourd'hui Droits de l'homme et libertés fondamentales, alors que dans la première édition, les premières éditions de ce manuel s'intitulaient Liberté publique et droits de l'homme. Vous voyez qu'il y a eu une mutation dans les intitulés du manuel. Vous avez après ça un manuel de messieurs Alain Seriaux, S-E-R-I-A-U-X, Laurent Sermet, S-E-R-M-E-T, et Dominique Viriot-Barial. Viriot-Barial, ça s'écrit V-I-R-I-O-T, trait d'union Barial, B-A-R, 2-R-I-A-L, Droits et libertés fondamentaux chez Ellipse en 1998. Une mention particulière également pour le manuel de Frédéric Sudre, S-U-D-R-E, qui s'intitule Droit européen et international des droits de l'homme, aux presses universitaires de France dans la collection Essentielle, à savoir la 14e édition de 2019. En quoi ce manuel est-il important? C'est qu'il traite des libertés et des droits de l'homme sous l'angle essentiellement européen et international, et on verra que, notamment, la matière des libertés fondamentales, nationale qu'elle était au début, s'est très considérablement européanisée et internationalisée sous l'effet cumulatif de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des années 50. Je citerai également le manuel de Dominique Turpin, TURPIN, et Jean-Claude Masclet, M-A-S-C-L-E-T, Liberté publique et droits fondamentaux, publié chez Sup Fouché en 2009. Et enfin, je citerai le dernier manuel, celui de Patrick Waxman, ça s'écrit W-A-C-H-S-M-A-2-N, Waxman, Liberté fondamentale, publié chez Dalloz, 8e édition en 2017. Donc vous voyez qu'à travers ces différents manuels, pour décrire une même réalité juridique, certains utilisent l'expression liberté publique, certains utilisent l'expression droits fondamentaux couplés aux libertés publiques, ou droits de l'homme couplés aux libertés fondamentales, droits des libertés fondamentales, toutes les expressions sont utilisées. La question qu'il faudra que nous nous posions dans cette introduction, c'est est-ce que tous ces termes sont effectivement des synonymes, ou est-ce qu'ils visent des réalités légèrement différentes? À côté de ces manuels, je voudrais également vous citer un certain nombre de documents, notamment pour celles et ceux qui vont continuer à faire des libertés publiques ou des libertés fondamentales a posteriori, ou qui ont pris cette matière en TD, ça pourra les aider, des dictionnaires, des codes, des recueils de jurisprudence importants, au premier rang desquels je citerai celui qui a été publié sous la direction du professeur Joël Andrian Simbazovina, ça s'écrit A-N-D-R-I-A-N,
T-S-I-M-B-A-Z-O-V-I-N-A, Andrian Simba-Zevina, qui s'intitule Dictionnaire des droits de l'homme, publié aux presses universitaires de France en 2008. Dans le même ordre d'idées, vous avez un autre dictionnaire qui a été publié sous la direction des professeurs Dominique Chagnollaud, C-H-A-G-N-O-L-A-U-D, et Guillaume Drago, D-R-A-G-O, Dictionnaire des droits fondamentaux, cette fois-ci publié chez Dalloz en 2010. Vous avez un certain nombre de recueils de jurisprudence importantes. J'en citerai, si vous le voulez bien, trois auxquels on aura souvent à se référencer. Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, par messieurs Long, Veil, Brébant, Delvolvé, Genevoix, etc. C'est ce qu'on appelle le GAJA, ou le Long, Veil et Brébant, dans le jargon des juristes. Là aussi, utilisé la plus récente édition, la dernière à ce jour, et c'est la 22e, qui date de 2019. Pourquoi là aussi prendre les plus récentes éditions? Parce que ces ouvrages sont mis à jour régulièrement, ce qui veut dire que dans les grands arrêts du Conseil d'État ou des grandes décisions de la jurisprudence administrative, eh bien, il y a des décisions qui disparaissent d'une édition à l'autre, il y en a qui apparaissent d'une édition à l'autre, et puis surtout, ces recueils ne se contentent pas de publier ces décisions, elles les commentent, et bien sûr, plus l'édition sera à jour, plus vous aurez le commentaire de la matière la plus récente possible, le commentaire le plus récent possible. Dans le même ordre d'idée, vous avez l'ouvrage qui s'intitule Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, initié par Louis Favoreux et Loïc Philippe, et maintenant mis à jour par leurs disciples, les professeurs Patrick Gaillat, G-A-Y-A, G-A-I-A, Roland Guévontian, G-E-V-O-N-T-I-A-N, Ferdinand Mélin-Soukramanien, que j'ai déjà cité, Éric Oliva, André Roux, R-O-U-X. L'édition la plus récente est la 19e édition qui date de 2018. Et enfin, vous avez un manuel qui vient, enfin un recueil de documents qui vient de sortir, extrêmement intéressant, Les grands arrêts politiques de la jurisprudence administrative, qui a été publié à la LGDJ, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence en 2019, sous la direction de Thomas Péroud, P-E-2-R-O-U-D. Ici, il s'agit de commenter des arrêts importants du juge administratif, mais non pas dans leur portée uniquement juridique, mais aussi dans leur portée politique. Et on verra notamment, je pense à un arrêt que vous connaissez bien parce que vous l'avez vu en deuxième année, voire peut-être en première année, qui est l'arrêt du Conseil d'État de 1962, l'arrêt Canal Robin Godot, à propos des circonstances exceptionnelles et du régime juridique des libertés en période de circonstances exceptionnelles, qui est un arrêt certes juridique, mais éminemment politique. Je citerai également deux codes. D'une part, le code constitutionnel et des droits fondamentaux, commenté chez Dalloz, et le code des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a été rédigé dans la collection des codes bleus chez LexisNexis, anciennement Litec, par Joël Andrian Simba-Zovina, déjà cité, et la 4e édition vient de sortir il y a quelques jours, en 2020. Et enfin, pour terminer avec cette bibliographie, je voudrais également vous indiquer qu'il existe, à côté des revues juridiques classiques, il existe un certain nombre de revues spécifiquement dédiées aux libertés fondamentales. Vous avez, première revue importante, l'Annuaire international de justice constitutionnelle, la IJC, qui est un volume annuel, qui est publié chez Economica depuis 1985, et qui est orienté autour de deux axes. Un premier axe qui est un axe thématique, on va vous parler par exemple de la liberté de religion, et puis un deuxième axe, où c'est un axe par pays, dans lequel on va faire l'état de l'évolution de la jurisprudence et de la législation et de la réglementation en matière de justice constitutionnelle, qui joue un rôle considérable, puisque maintenant les juges constitutionnels sont devenus au premier rang des juges gardiens des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vous avez, mais cette publication vient de s'arrêter cette année,
Le dernier numéro est sorti cet été. La revue Constitution, au pluriel, revue de droit constitutionnel appliqué, où vous avez depuis son origine un certain nombre de commentaires, de textes, de jurisprudence dans le domaine des libertés. Vous avez également une revue qui s'intitule Europe des libertés, qui est publiée par la faculté de droit de Strasbourg, et qui est surtout axée sur les libertés fondamentales protégées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Vous avez également une revue spéciale qui s'appelle Les Cahiers du Conseil constitutionnel, qui existe depuis 2005, qui est devenue les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel depuis 2010, qui a été publié pour les premiers numéros chez Dalloz, puis à partir de 2013 à la LGDJ. Et vous avez également une revue qui est la revue française de droit constitutionnel, la RFDC, publiée aux presses universitaires depuis 1990. Vous avez également la revue trimestrielle des droits de l'homme, la RTDH, publiée chez Bruylant à Bruxelles depuis 1990. Et enfin, deux mentions particulières, puisqu'il faut être au courant des actualités les plus immédiates, à savoir la Revue des libertés fondamentales, la RDLF, la Revue des libertés fondamentales, qui est une revue électronique que vous pouvez consulter, vous tapez Revue des libertés fondamentales dans n'importe quel moteur de recherche, vous y accéderez, mais l'adresse particulière est http://www.revuedlf.com. Et enfin, je mentionnerai aussi, parce qu'il est régulièrement, presque quotidiennement mis à jour, le blog de liberté fondamentale du professeur Roselyne Letron, que j'ai cité en introduction, et qui peut être consulté gratuitement à l'adresse http://libertéchérie au pluriel et tout collé, .blogspot.com. Voilà pour la bibliographie. J'ai été volontairement un peu rapide, mais de toute façon, comme je vous l'ai promis lors de la pré-rentrée, le cours est non seulement dispensé en visioconférence, mais vous pourrez donc le regarder, mais vous aurez après la Toussaint la version écrite de ce cours, ce qui fait que vous pourrez retrouver tout cela sans aucune difficulté. Alors commençons, si vous voulez bien, cette introduction consacrée à la problématique liberté publique, liberté fondamentale, droits fondamentaux, droits de l'homme. Est-ce que cette pluralité d'expression recouvre une seule et même réalité? C'était ce que je vous avais annoncé au tout début. Les libertés publiques sont le plus souvent invoquées, soit pour affirmer leur existence de façon plus ou moins solennelle, soit pour mettre l'accent sur les menaces qui pèsent sur elles. Voir par exemple tout le débat doctrinal médiatisé à l'extrême, y compris sur les réseaux sociaux, pour dénoncer les atteintes aux libertés fondamentales durant la période la plus récente, qui est celle de l'application de l'état d'urgence sécuritaire de 2015 à 2017, ou durant l'application de l'état d'urgence sanitaire en 2020. Ou encore le débat récent autour de la licéité de la mise en place d'un traçage électronique pour surveiller l'accroissement des porteurs du virus du Covid-19, ce qu'on appelait Stop Covid, et qui a encore, il y a quelques jours, fait parler, puisqu'on demandait au Premier ministre, lors d'une émission télévisée,
de l'actuel Premier ministre français s'il avait chargé l'application Stop Covid, et lui-même qui était chargé, avant d'être Premier ministre, du déconfinement, eh bien, avait avoué qu'il n'avait pas téléchargé cette application. Le plus souvent, le discours sur les libertés fondamentales est fortement empreint d'idéologie. Ce qui peut paraître fort utile en démocratie, mais qui témoigne parallèlement de la fragilité des libertés fondamentales. Il faut savoir que le concept de liberté publique, c'est comme ça qu'on définissait la matière, qu'on a intitulé la matière il y a de cela 70 ans. Le concept de liberté publique est apparu académiquement, donc dans les universités, dans les programmes universitaires, en 1954, lors de la réforme des programmes, qui a vu la création en 4e année de licence en droit, c'est-à-dire l'actuelle première année de master, d'un cours optionnel de liberté publique, qui deviendra ensuite obligatoire avec la réforme de 1962, et qui sera ensuite imposé en 3e année de licence, et prendra officiellement l'intitulé de droit des libertés fondamentales lors de la réforme de 1997, qui a assis la présence des libertés fondamentales dans les programmes universitaires. Une telle consécration académique n'implique pas une définition claire de l'objet, de la matière ou du concept. Comme le fait fort justement observer Madame le professeur Roselyne Letron dans son manuel Liberté publique en 2019, je la cite, « L'apparente clarté de la notion de liberté publique, disparaît lorsque l'on s'efforce de l'étudier comme concept juridique. » C'est ce qui fera l'objet dans cette introduction de notre première section. Et c'est le propre de toute nouvelle discipline académique d'exister nominalement sans que des textes ne la définissent ou ne cherchent à cerner son contenu et son objet. Ce fut le cas antérieurement au XIXe siècle du droit administratif naissant. Ce sera plus récemment le cas de l'économie politique au début du XXe siècle, avec l'indépendance de l'économie politique pour devenir la science économique fortement teintée de formules mathématiques, avec notamment des auteurs comme Walras, W-A-L-R-A-S. C'est le cas aussi, par exemple, pour la science politique, qui prend son indépendance du droit constitutionnel dans les années 1970. Ainsi, la diversité des terminologies, comme on a pu le voir dans la bibliographie, semble même vouer à l'échec toute tentative de recherche d'une définition claire et homogène de la notion de liberté publique. Dès lors, il est logique que le droit des libertés publiques traduise ces diverses terminologies, et qu'en fonction des options des auteurs, telle lecture ou telle autre soit privilégiée. On verra ainsi que selon les approches retenues, les techniques juridiques qui sont utilisées pour mettre en œuvre les libertés publiques pourront aboutir à des analyses diverses, et c'est ce que nous verrons dans la seconde section. Section première, donc tout d'abord, section première, les libertés publiques comme objet juridique. Section première, les libertés publiques comme objet juridique. Comme on vient de le voir, l'analyse des libertés publiques quant à son objet juridique est particulièrement difficile, tant en raison de la diversité des terminologies employées pour le définir, ce sera l'objet de notre paragraphe premier, que de son caractère évolutif, ce sera notre paragraphe 2, ou de la difficulté à saisir son contenu, ce sera notre paragraphe 3. Donc, paragraphe premier, la diversité des terminologies utilisées. Paragraphe premier, la diversité des terminologies utilisées. À l'origine, dénomination unique, voire dénomination univoque, le concept de liberté publique,
se trouve aujourd'hui fortement concurrencé, comme vous venez de le voir, par d'autres notions. On lui peut référer de plus en plus, ou on lui ajoute des expressions telles que liberté fondamentale, droit de l'homme, voire droits fondamentaux, même si cette expression est plus souvent utilisée par les juristes allemands. Certaines expressions ont eu un temps une mise en avant comme celle de liberté essentielle, qui est une expression qu'on trouve dans la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, qui borne le pouvoir constituant qui est remis entre les mains du gouvernement du général de Gaulle après les événements de mai 1958. Expression de liberté essentielle, qui au passage n'est pas une expression très heureuse, qui, de façon fort judicieuse, n'a pas survécu, car elle impliquait, si vous réfléchissez un instant, que puissent exister deux catégories de liberté, celle qui serait essentielle et celle qui ne le serait pas. Sous-entendu qu'il y aurait des libertés moins essentielles que d'autres et des libertés plus essentielles que d'autres. La diversité des intitulés de manuels relevant de cette matière fait écho à la multitude des terminologies que nous venons d'envisager. Si la notion de liberté publique se trouve aujourd'hui marginalisée, cela tient à deux phénomènes: le changement de l'intitulé dans les programmes académiques. On est passé en 1954 des libertés publiques à 1997, où désormais on parle des libertés fondamentales. Mais surtout une certaine répugnance des auteurs modernes face à la notion de liberté publique, souvent regardée comme vieillotte, et surtout connotée, faisant plus référence au pouvoir de contrainte et de limitation des pouvoirs publics, faisant plus référence au pouvoir de contrainte et de limitation de l'encadrement de l'espace juridique d'une liberté, que manifestant la volonté de mettre en avant le caractère protecteur de l'exercice des libertés. Mais aucun concept n'est aujourd'hui dominant, comme le montre encore une fois la diversité des manuels qu'on vient de voir. Cela tient bien entendu à la jeunesse de la discipline, même si on trouve des développements dans des manuels très classiques de droit public et très anciens, et je pense notamment au traité de droit constitutionnel de Léon Duguy, DUG8T, dont la dernière édition a été publiée chez Fontenoy à Paris en 1925, et qui consacre un tome 5 entier, pas moins de 700 pages, aux libertés publiques. On sait aussi, par exemple, qu'il a fallu près de 100 ans pour que le droit administratif s'autonomise et définisse définitivement son objet, mais surtout, cela traduit bien les inconvénients de cette quête de l'objet juridique de cette discipline, ces différentes expressions, liberté publique, droit de l'homme, droits fondamentaux, liberté fondamentale. Ces différentes expressions, ces divers concepts ne sont en effet pas pleinement synonymes et renvoient à des analyses différentes. Ces expressions renvoient tantôt à une approche formelle de la discipline, tantôt à une approche doctrinale, et tantôt enfin à une autre vision qui porte sur une appréciation du contenu de la discipline. Tout d'abord, une approche formelle et une approche matérielle de la discipline. Lorsqu'on examine les libertés publiques sous une approche formelle ou sous une approche matérielle, la notion de liberté fondamentale peut faire référence à l'origine des normes. Pour le professeur Jean-Jacques Israël, dans son manuel « Droit des libertés fondamentales » en 1999, il définit celui-ci, la liberté fondamentale, comme, je cite Jean-Jacques Israël, une liberté reconnue par une règle de niveau juridique le plus élevé, soit constitutionnelle, soit internationale. Ça veut dire que dans sa conception, le doyen Israël exclut par là même les normes d'origine législative
et même les normes d'origine réglementaire. A l'inverse, la notion de droit de l'homme, se réfère à une conception non pas formelle mais matérielle de la discipline. Elle renvoie au contenu matériel de la norme. Elle trouve son origine dans le mouvement qu'on a qualifié de mouvement jus naturalis en latin, qui trouve son origine chez saint Thomas d'Aquin dans la Summa Divisio, la somme théologique, écrite au milieu du XIIIe siècle, reprise chez les théologiens dominicains espagnols de l'université de Salamanque, des auteurs tels que Bartolomé de las Casas, L-A-S-C-A-S-A-S, en deux mots, qui fut le premier au XVIe siècle à défendre les droits des Indiens d'Amérique à être des hommes pleinement. Puis elle sera développée ultérieurement par les tenants du droit naturel moderne, issus de la philosophie des Lumières, sur lesquels on reviendra abondamment quand on étudiera ensemble la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des auteurs comme du XVIIe et XVIIIe siècle, comme Rousseau ou Montesquieu. Ces théoriciens mettent l'accent sur les droits de l'individu face à l'État. Cette dernière notion sera particulièrement développée de nos jours de façon importante par le droit international. Je pense notamment aux travaux du philosophe Jean-François Revel, R-E-V-E-L, et surtout du professeur de droit public de l'Université de Paris, Mario Bettati, B-E-T-A-T-I, et du médecin Bernard Kouchner, médecin et ancien ministre, qui ont théorisé le concept de droit d'ingérence humanitaire. Deuxième approche possible, approche doctrinale et approche de droit positif. Approche doctrinale et approche de droit positif. Ainsi, très souvent, la notion de droit de l'homme sera instrumentalisée dans une perspective militante. Cette approche doctrinale vise à mettre en avant les menaces qui pèsent sur les libertés et sur les nécessités d'y porter remède. Le professeur Jean Morange, dans son manuel intitulé « Droits de l'homme et libertés publiques », publié en 1997, fait observer, je le cite, que la renommée des droits de l'homme n'est pas le fait des juristes. Ce sont les hommes politiques, les plus hautes personnalités du monde religieux, philosophique et scientifique qui contribuent le plus à la diffuser au risque de la banaliser. A l'inverse, le concept de liberté publique est une notion exclusivement juridique, elle, ou lui plutôt. Dès lors que ce concept fait référence aux normes de droit qui s'appliqueront à une situation déterminée. Troisième approche possible, l'approche au contenu de la notion. Cette approche quant au contenu de la notion implique une hiérarchie entre les libertés et une approche égalitariste des libertés, c'est-à-dire distinction entre l'existence d'une hiérarchie ou d'une absence de hiérarchie entre libertés. Au premier rang de la première vision, la vision égalitariste, figurent les notions de liberté fondamentale ou de libertés essentielles, impliquant, comme on l'a déjà dit, que si certaines libertés sont fondamentales ou essentielles, c'est qu'il existe d'autres libertés qui, elles, sont moins fondamentales ou moins essentielles. Ce qui implique donc évidemment une hiérarchie entre les libertés. On va des plus fondamentales aux plus essentielles, aux moins fondamentales, aux moins essentielles. Et ce qui implique également que cette différence entre les libertés implique une différence de la protection juridique qui s'étend à elle. La notion de liberté publique, elle, est plus neutre, n'impliquant aucune hiérarchie entre les libertés en cause. Ici, toutes les libertés font partie d'un même ensemble de règles ou de normes juridiques, sans aucune hiérarchie en droit positif. La richesse doctrinale de ces pluralités de notions est également source d'incertitude au niveau de l'analyse
du champ d'application de la discipline et de son évolution. C'est ce que nous allons voir maintenant dans un paragraphe 2 consacré au caractère évolutif de la notion de liberté.